Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Que ça reste entre nous. Je vais donc raconter la dernière partie de mon témoignage. N'hésitez pas à visionner et surtout à partager les deux premières parties qui se trouvent en lien dans la description. J'espère que vous écouterez ma vidéo jusqu'au bout parce qu'elle sera sans doute la plus longue des trois. Merci d'avance à tous pour votre attention. Ma mère a tout d'abord téléphoné au frère de mon père, maître chez les frères Trois Points, et lui a expliqué ce qui s'était passé. Il est tombé des nues, paraît-il. J'ai pourtant appris plus tard qu'il était au courant depuis le début des agissements pédophiles de mon oncle. Il était d'ailleurs, paraît-il, tombé sur lui un jour, dans un lit, avec une toute jeune fille. Il n'avait pas réagi et avait laissé faire. Le fils de mon oncle, qui était mon cousin et qui était beaucoup plus âgé que moi par ailleurs, et qui était également mon parrain, a ensuite téléphoné à ma mère. Il s'est plaint en disant qu'il valait mieux ne pas prévenir la police. « C'est mon père quand même », a-t-il déclaré à ma mère. Elle a eu énormément de pitié et de compassion pour lui, mais n'a strictement rien exprimé pour moi. Enfin, mon oncle l'a appelée. Elle est restée de marbre au téléphone, et elle ne lui a rien dit, sauf cette phrase de 7 mots. « Écoute Jacques, nous allons en rester là. » J'ai cité son vrai prénom parce qu'il était très répandu et étant donné sa banalité, je ne voyais pas l'intérêt de le changer. Mon oncle s'appelait effectivement Jacques. Quoi qu'il en soit, ces 7 mots résonnent encore en moi aujourd'hui comme le son strident et métallique d'un poignard qui se serait introduit à l'intérieur de moi et dont je n'aurais jamais pu extraire la lame. Ils ont été les clous de mon cercueil et m'ont muselé dans la honte et la colère pendant des décennies. Ma mère n'avait rien dit, n'avait rien fait pour prendre ma défense. Elle ne lui avait fait aucun reproche et n'avait même quasiment pas parlé au téléphone. Elle lui a d'ailleurs enfin demandé de lui passer ma tante. Et elles ont toutes les deux discuté de leur repas du soir et de leur ménage, comme si de rien n'était. Lorsque ma mère a raccroché, elle m'a dit « À cause de cette histoire, tout le monde est emmerdé et je ne veux plus jamais que tu en parles. » J'étais morte, assassinée par un coup de téléphone. Elle a ensuite appelé John D.M. Et là aussi c'est son vrai prénom. Un grand ami de mon père, également comme lui, son frère et mon oncle, maître chez les frères Trois Points. Ma famille était un bastion, je l'ai déjà dit. Tous lui ont signifié qu'il était anormal de ma part d'être resté tant d'années sans en parler et surtout en me laissant faire. Il fallait sans doute, ont-ils ajouté, que j'ai éprouvé un certain plaisir de ce que j'avais subi. Il était même probable que j'étais demandeuse. Bref, j'étais une fille malsaine et vicieuse. Ma mère a ajouté que si j'en parlais à qui que ce soit, et surtout à la police, les personnes diraient « Mais mademoiselle, vous vous êtes laissé faire !» Et tous, évidemment, sauraient que c'était ma faute. Le vénérable de la loge de mon père a appelé ma mère. Monsieur Wilfried D.C. était avocat et, entre autres, ami personnel du procureur du roi. Il avait également beaucoup de connaissances dans le milieu de la justice. Mais il avait apparemment une conception bien à lui de ce qui est juste ou non. Il a dit que si j'en parlais à la police ou à qui que ce soit, j'irais sans doute en hôpital psychiatrique ou en maison de correction. Jacques étant maître Trois Points, il fallait absolument éviter le scandale. De toute façon, il n'y avait aucune preuve et par ailleurs, n'importe qui avait donc le droit de considérer que je mentais et que j'étais ridicule, ou bien que je m'étais laissé faire, auquel cas j'étais une vicieuse. De toutes les façons, j'étais la coupable, la mauvaise, la folle, la demandeuse, la responsable. Ma mère m'a ensuite appris que mon histoire avait causé pas mal de remous dans la loge. Je suppose qu'ils devaient être aux abois, inquiets à l'idée que je puisse déposer plainte et risquer ainsi de ternir leur réputation irréprochable. Elle m'a aussi dit qu'une autre fille, que j'appellerai C, avait également été victime des pulsions pédophiles de mon oncle. Seulement, elle avait dû être internée en psychiatrie, parce qu'elle était, paraît-il, déséquilibrée. Bizarre. Bien des années plus tard, à l'âge adulte, j'ai pu lire les œuvres de mon père, qui était un écrivain néerlandais, tout à fait oublié aujourd'hui d'ailleurs.
Mais une thèse de doctorat, que je possède toujours, a néanmoins été écrite à propos de certains de ses livres. Je ne pense donc pas qu'il manquait d'autocritique, étant donné que des extraits de son journal intime y avaient également été commentés. Du reste, je ne pense pas que l'on consacre une thèse à un complet abruti. J'ai lu l'une de ses pièces de théâtre, dans laquelle il avait cité les prénoms de ses 3 filles. Ma sœur aînée, qui était née de son premier mariage, était dans la pièce l'épouse d'un individu qui portait le prénom de son frère. Ma grande sœur était mariée à un homme qui portait le prénom de notre cousin, et quant à moi, mon époux, eh bien, il s'appelait Jacques. Le rideau se ferme d'ailleurs au moment où je vais coïter avec un personnage qui porte donc le prénom de mon oncle pédophile. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi mon père avait un regard vicieux lorsqu'il me poussait à m'asseoir sur les genoux de mon oncle, qui abusait de moi à table. Je suis aujourd'hui convaincue que mon père était parfaitement au courant de ce qui se passait. Je suis également convaincue qu'il en éprouvait une certaine satisfaction. Le fait de donner le prénom de ses filles et de son frère, de mon cousin ou de mon oncle, à des personnages d'une pièce de théâtre, tout en imaginant des relations amoureuses et sexuelles entre ces personnages, peut, selon moi, être interprété comme un penchant incestueux. En fin de compte, je peux dire que mon père a abusé de moi par procuration. Les abus que j'ai subis étaient ainsi préparés et mis en scène, sans qu'aucun protagoniste n'ait eu à dire un mot. Je spécifie en outre que les maîtres 3 points que j'ai cités précédemment, ainsi que d'autres membres de la loge, avaient tous connaissance de l'existence de la pièce de théâtre. Quoi qu'il en soit, après les menaces d'internement qui pesaient désormais sur moi de la part des frères 3 points, j'étais muselée. Le seul soulagement était que je n'étais plus obligée de subir les abus de mon oncle. Mais je peux dire que, paradoxalement, mon bourreau m'a manqué. J'aurais préféré n'avoir rien dit plutôt que de devoir subir l'humiliation d'être considérée comme une coupable. Après ces événements, ma mère a reçu régulièrement de l'aide financière de la part des frères 3 points. Aujourd'hui, j'ai compris qu'ils ont acheté mon silence par son intermédiaire. Ma mère considérait d'ailleurs les 3 points comme les meilleures personnes du monde. Durant toute mon enfance et mon adolescence, elle n'a jamais tari d'éloges à leur égard. Quels que soient les propos qu'ils pouvaient tenir, ils avaient toujours raison. Elle était grandement influencée par eux. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire endoctrinée, car étant croyante au départ, elle refusait de discuter de religion, parce que les maîtres et les vénérables soutenaient que Dieu n'existait pas. Et le ton hargneux et particulièrement agressif qu'elle prenait pour répéter ces propos-là me donne à penser qu'elle essayait à toute force de s'en convaincre. Endoctrinée est donc le mot que je suis forcée d'employer. Quoi qu'il en soit, je recevais régulièrement des nouvelles de mon oncle par l'intermédiaire de ma mère et des 3 points. Il était, semble-t-il, devenu très agressif et tenait des propos de débauché. Un jour, en croisant une petite fille dans la rue, il a, paraît-il, dit à sa femme qu'elle devait avoir, je cite, « une ravissante petite culotte ». Mon oncle 3 points était décidément un poète. Il avait un frère handicapé dont il devait s'occuper, et un jour, le chien de son frère avait fait ses besoins sur le tapis. Mon oncle les a placés dans une assiette. Puis il a menacé son frère de devoir les manger s'il ne finissait pas son repas. Je savais qu'il pouvait être cruel et qu'il avait un goût pour le sadisme, mais j'étais quand même satisfaite de le savoir dans cet état parce que je savais que j'étais un petit peu responsable de son agressivité, de son mal-être et plus que probablement de sa frustration. Il avait perdu son jouet et en dehors de ses rêves et de ses souvenirs, je ne serais plus jamais son objet masturbatoire. Malheureusement, j'ai vite déchanté, parce que les vacances suivantes, nous sommes revenus dans les Flandres, chez son fils, qui était, comme je l'ai déjà dit, mon parrain et aussi mon cousin. Il avait un frère que nous sommes allés visiter. Au cours de notre visite, ce dernier a dit à ma mère que son père, donc mon oncle, viendrait conduire ma tante, mais qu'il n'entrerait pas. Comme ça, Catou ne le verrait pas. Ce qui voulait bien sûr dire implicitement que le problème venait encore de moi et qu'il fallait donc éviter à tout prix que je le voie
car qui sait ce qui se passerait à cause de moi. Je l'ai vu par la fenêtre, dans sa voiture. Il baissait la tête comme un enfant malheureux dont on aurait confisqué un jouet. Et sur le moment, j'ai eu l'impression d'être punie et aussi d'être responsable de la situation humiliante et honteuse dans laquelle il se trouvait. J'aurais voulu n'avoir jamais rien dit. On était tous les deux comme deux gosses punis parce que l'un de nous deux avait fait une bêtise, moi en l'occurrence. Cette situation était à la fois ridicule et tragique. Les frères Trois-Points ne manquaient d'ailleurs pas une occasion de rappeler qu'il était suspect et étrange de m'être laissé faire. L'un d'eux m'a dit « Quand on se laisse faire, c'est qu'on aime ça ». Ma mère m'a même un jour demandé, devant ses amis Trois-Points, qui ont poussé à la question également, de leur décrire dans les détails ce que mon oncle m'avait fait. Alors, c'était un viol supplémentaire. Devant mon mutisme et ma gêne, face à un interrogatoire qui était en réalité aussi indécent que violent, elle et les maîtres en bleu ont conclu à de la bêtise et à du vice. Finalement, dans cette affaire, mon oncle a été le seul à rester cohérent avec lui-même. C'était un porc, point. Mais mon entourage m'a trahi, en refusant de me soutenir et en me traitant comme responsable alors qu'ils savaient tous que mon oncle était pédophile et que certains d'entre eux, comme je l'ai déjà dit, assistaient à ces agissements. J'ai appris plus tard que toute la famille était au courant depuis toujours de la perversité de cet homme. Les Trois-Points, que mes parents m'avaient toujours dépeints comme des hommes irréprochables, à la moralité parfaite, m'ont couverte de honte et m'ont rendue entièrement responsable de ce qui m'était arrivé. Ils se sont moqués de moi. Ils ont ri. Même ils ont ri. Ils m'ont traitée de menteuse et de vicieuse, sans même s'être entretenus avec moi une seule fois. Tout cela pour défendre l'un de leurs maîtres et pour ne pas déshonorer la loge. Ils savaient, et ils m'ont fait taire en me menaçant, en me tournant au ridicule, en me culpabilisant et en me faisant passer pour une provocatrice qui aimait ce que son oncle lui faisait subir. Ils m'ont menacé d'internement en hôpital psychiatrique ou en IPPJ. De surcroît, ils ont acheté mon silence en faisant la charité à ma mère. La vérité est que tout le monde autour de moi s'est complètement fichu de mes ressentis, de ma souffrance et de mes blessures, pour préserver l'honneur de la franc-maçonnerie. Personnellement, je ne leur pardonnerai jamais. Et c'est à l'âge de 25 ans que j'ai enfin décidé de porter plainte. J'étais déjà mariée, mon mari m'a poussée à le faire et m'a grandement soutenue dans cette démarche. Je l'en remercie encore pour toute la vie d'ailleurs. La policière qui m'a reçue a été très gentille avec moi, mais elle m'a bien spécifié dès le début de l'entretien que ma plainte ne pourrait pas prendre plus d'1 page et demie parce que sinon c'était trop long. Seulement lui, il en a eu plus de 30. Il a témoigné 2 fois sur une dizaine de pages. Ses 2 filles, sa petite fille, ont également apporté leur témoignage. Une copine de sa petite fille, qui était plus âgée que moi de quelques années d'ailleurs, a même fait une déclaration et a affirmé qu'elle me connaissait, alors que je suis certaine que je n'ai jamais vu cette fille de ma vie. Tous ont dit que je mentais et que j'avais toujours eu, paraît-il, une imagination débordante, à la limite de la normalité d'ailleurs. Son fils, mon parrain donc, a ajouté entre autres qu'il avait demandé à ma mère de déposer plainte et qu'elle avait catégoriquement refusé, ce qui est totalement faux. Il a aussi affirmé qu'il n'avait jamais vu son père torse nu tant il était pudique. Chacun jugera en fonction de la photo qui va s'afficher maintenant en fond d'écran. Bref, une nouvelle fois, j'étais discréditée. J'ai lu le mot hystérique à plusieurs reprises, et le compte-rendu n'était même pas conforme aux enregistrements que j'avais effectués. Et je vais y revenir aux enregistrements. Enfin, peu après, j'ai reçu une lettre tout à fait impersonnelle avec des cases à cocher, affaire classée. Je n'étais rien. Je n'ai jamais eu le droit d'être entendue devant la justice. C'est à croire que mon affaire a été instruite uniquement à décharge. Une anecdote en passant. L'avocat de mon oncle était membre de la franc-maçonnerie. J'ai appris plus tard que ma démarche avait provoqué l'émoi, l'inquiétude et le scandale dans toute la famille.
Ma mère, quant à elle, a déclaré que j'avais déposé plainte parce que j'avais, je cite, un problème sexuel. Nouveau coup de poignard. Quoi qu'il en soit, personne ne comprenait pourquoi j'avais attendu tant de temps avant de porter plainte. Et ils ont affirmé que je l'avais fait en espérant recevoir, je cite, de l'argent en contrepartie. Évidemment, je n'aurais jamais souhaité recevoir le moindre sou. D'abord parce que j'aurais eu la très désagréable impression d'être payée après coup pour avoir servi de prostituée à mon oncle et d'objet masturbatoire, et ensuite parce qu'il serait de toute façon impossible de me dédommager. Comment pourrait-on chiffrer les dégâts sur ma vie brisée? Comment fixer une indemnisation assez suffisante pour se substituer aux années jetées à la poubelle, à l'estime personnelle et à la confiance en soi bafouée à jamais, à la honte, à l'insupportable sentiment de culpabilité, à la féminité estropiée et aux innombrables dommages psychosomatiques et sociaux engendrés par les abus subis? C'est évidemment impossible, parce que tout l'or du monde ne saurait jamais compenser une vie abîmée. La justice, si elle devait exister pour les victimes, personnellement je n'y crois pas, pourrait tout au plus fixer une somme certes importante, mais qui resterait symbolique. Les institutions judiciaires sont définitivement insolvables. Quoi qu'il en soit, j'ai eu ma petite victoire. Avant de déposer plainte, j'ai appelé mon oncle et j'ai enregistré la conversation. Je suis très satisfaite de penser que quelque part, dans les archives de l'injustice, il y a une cassette sur laquelle on entend M. Jacques Dégé déclarer qu'il fait partie de la franc-maçonnerie et qu'il est pédophile. Dans une prochaine vidéo peut-être, je ferai écouter des extraits. Il paraît que de toute façon les faits étaient déjà prescrits au moment où j'ai porté plainte. Quelques années plus tard, j'ai reçu une lettre insipide de mon parrain qui me demandait des nouvelles de ma vie et me parlait de la sienne comme si de rien n'était. Je lui ai envoyé la copie du dossier le concernant avec des commentaires et une lettre assez désagréable lui expliquant ma façon de penser devant son détachement et son indifférence et lui rappelant les mensonges qu'il avait déclarés à la police concernant son père violeur d'enfants. À l'époque de ma plainte, Jacques Dégé et ses fils avaient déclaré que ma démarche avait engendré un grave problème cardiaque chez mon oncle pédophile et que sa vie était même peut-être en danger. L'avocat franc-maçon qu'il avait consulté avait d'ailleurs fourni une attestation d'un cardiologue qui confirmait cet état très préoccupant. Il a vécu 13 ans après ce soi-disant coup qui devait lui être fatal. Jacques Dégé est mort en 2008. Il a été incinéré avec tous les honneurs dus à son rang de maître maçon. La réputation sans tache des hommes en bleu était sauve. Quant à moi, j'ai été enterré il y a très longtemps, en mai 1972, à 2 ans et demi, quand le monstre s'est penché sur moi la première fois pour me faire l'innommable. Ensuite, par les membres de la loge, qui m'ont jeté dans une oubliette pour sauvegarder la réputation de leur obédience. Pourtant, mon histoire, si elle est certes ignoble, est pourtant tout aussi insignifiante. En effet, les protagonistes qui y ont été mêlés n'étaient pas des personnages influents, et les francs-maçons auraient pu aisément faire condamner mon oncle. Mais son appartenance à cette grande institution discrète et secrète lui a suffi pour assurer son impunité et sa respectabilité. Même s'il appartenait à une petite obédience, les 3 points se devaient de lui garder une réputation irréprochable. C'est pour cette raison que les maîtres de la loge m'ont condamné sans procès, sans avocat et sans aucun droit à la parole, en se moquant, en me tournant au ridicule, en me menaçant d'internement, en m'humiliant et en me faisant passer pour une vicieuse. La sentence, elle, a été sans appel. J'ai pris perpétuité incompressible, sans possibilité de remise de peine. Et moi, je ne bénéficierai jamais d'une libération conditionnelle. Ils se sont réjouis de la mise en lumière des abus sexuels au sein de l'Église. Tant mieux, parce qu'il fallait les dénoncer. Mais y a-t-il d'autres victimes réduites au silence par d'autres institutions? Et si oui, combien sommes-nous? C'est la première fois que je raconte mon histoire avec autant de détails,
et mon témoignage était tellement dense que je l'ai préalablement écrit afin de ne rien oublier. C'est ainsi que j'aurais dû avoir le droit de raconter mon histoire à la justice. Mais elle a estimé que je n'avais pas voix au chapitre. Une victime réduite au silence n'existe pas. Seulement, je reste convaincue que la parole est libératrice. Et c'est pour cela que j'aimerais donner l'envie et la chance aux victimes, évidemment celles qui le souhaitent, de sauter le pas et de témoigner dans l'anonymat de ce qu'elles ont vécu. Elles peuvent envoyer leurs témoignages et je lirai leurs récits sur ma chaîne. Ma boîte mail sera affichée en barre de description. Parce que je pense que je ne dois pas être la seule à avoir été muselée par les maîtres de la franc-maçonnerie. Si une seule victime accepte de témoigner, aucune de nous deux ne sera plus ni menteuse ni ridicule. Nous pourrons espérer nous affranchir de notre honte. Nous, les victimes ordinaires qui avons supporté l'indicible en silence, dans ou à l'extérieur de nos familles. Nous, les victimes anodines, trop médiocres pour que quiconque nous accorde une tribune. Nous qui avons subi des pressions de la part des maîtres, pour nous taire à tout jamais. Je souhaite encore ajouter ceci à l'attention des maîtres discrets, ainsi que pour toutes les personnes qui gardent le silence autour de viols d'enfants. L'indifférence est une violence. Elle tue. Et le silence de ceux qui savent les rend complices des crimes qu'ils feignent d'ignorer et responsables des souffrances qu'ils engendrent. Au fait, mon oncle avait eu droit à 30 pages et moi à 1,5. Maintenant, pour les 3 vidéos, j'en ai eu 13. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et surtout à partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Au nom de toutes les victimes de pédophilie, je vous remercie.